Alors, Abdo, cette affaire Amira, parlons déjà de l'affaire en elle-même. Essayons d'expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi les Algériens sont furieux? C'est une simple militante. On aurait pu fermer les yeux. Les autorités algériennes auraient pu appeler, enfin, appeler leur homologue français, leur parler sans ce bruit, sans cet abattage médiatique. En fait, je vais te surprendre, Karim. Les Algériens eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi leurs dirigeants sont furieux. Vraiment, ça va vous étonner. C'est l'affaire la plus étonnante du siècle. Mais personne en Algérie ne comprend pourquoi on en fait un plat de cette affaire d'Amira Boulaoui. Amira Boulaoui est une opposante qui est suivie par même pas 400 000 abonnés sur Facebook. Elle touche à peine 10 ou 20% de cette véritable audience. Vous connaissez les règles sur les réseaux sociaux, les publications, tout ça ne touche que 10 à 20% du nombre d'abonnés total. Elle est connue, oui, mais surtout par les francophones. Elle n'a pas de parti politique, elle n'a pas de base militante, elle n'a jamais pu organiser un rassemblement de plus d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes. Elle n'a jamais empêché le quatrième mandat de Bouteflika, elle n'a jamais ébranlé ni secoué le régime. Mais personne ne comprend pourquoi Tebboune et son entourage et l'actuel régime algérien ont fait de cette affaire une affaire d'État, un scandale d'État. Alors, il y a plusieurs pistes. Nous, à notre niveau, à Algérie Part, nous avons fait nos investigations et nous avons compris que depuis la fin du mois de janvier, entre l'Algérie et la France, il se passe quelque chose de bizarre. Il s'agit notamment du dossier russe. C'est plutôt la piste la plus plausible parce qu'on peut effectivement, avant cette piste-là, évoquer que le régime Tebboune, et on est à moins de 2 ans de l'élection présidentielle de 2024, et qu'il y a un projet de deuxième mandat qui est en cours de préparation, et que Tebboune et son entourage ont peur de cette opposition à l'étranger, de son impact médiatique et de son potentiel impact sur les différentes composantes du régime qui pourraient peut-être ralentir ou bloquer le projet du deuxième mandat de Tebboune. Mais ce n'est pas crédible. C'est pas crédible parce qu'aucun opposant à l'étranger n'a réellement, même si certains d'entre nous, on est à nous, on est, moi je suis journaliste, hein, mais pour le régime algérien, je suis opposant, il y a peu de différence, mais aucun d'entre nous n'a réellement les moyens logistiques de mobiliser l'opinion. Avoir de l'audience en Algérie, on est une chose, avoir la capacité de mobiliser, de faire sortir la rue, on est une autre chose que personne ne peut se targuer d'avoir ce pouvoir-là. Donc, c'est pas crédible cette histoire de deuxième mandat, d'empêcher Tebboune d'avoir un deuxième mandat, le danger d'opposition algérienne. Ce qui est plus probable, et je parle au conditionnel, tu me connais, nous, Algérie Part, on fait de l'investigation, quand on n'a pas les preuves matérielles, on ne s'aventure pas à la filmer, mais c'est fort probable que le dossier russe a provoqué de nouvelles tensions entre Alger et Paris, parce que l'Algérie, à la fin du mois de janvier et début février 2023, il y a eu une centaine de soldats russes qui sont arrivés sur le territoire algérien. Il y a eu donc des exercices militaires conjoints dans la wilaya de Béchar, la fameuse région frontalière avec le Maroc. Et l'Algérie avait annulé et reporté ces exercices militaires russes en 2022. Ils étaient prévus entre la deuxième et la troisième semaine de novembre 2022. Et comme ils ont été reportés à l'époque à la suite de pressions américaines et d'un grand lobbying américain, et de forcing et de lobbying européen, notamment français, rappelez-vous, les députés européens ont demandé des sanctions, les députés américains, les sénateurs américains ont demandé des sanctions, les autorités européennes et la Maison-Blanche a exercé des pressions. Il n'était pas question que l'Occident accepte qu'un pays de l'Afrique du Nord, qui a une demi-heure des côtes espagnoles et du sud de l'Europe, organise des opérations militaires russes ou accueille une présence militaire russe sur son territoire. On peut comprendre que l'Occident qui est en guerre contre la Russie dans le conflit ukrainien ne pourrait pas accepter cela. Il s'avère que ce qui a été annulé en 2022, le régime algérien l'a fait mais en toute discrétion et dans le plus grand secret en 2023. Est-ce que maintenant les dirigeants algériens ont pris les Occidentaux pour des camps? On va dire, écoutez, on ne va pas ramener en novembre 2022 les soldats russes, on va les ramener en février, janvier 2023, mais en catimini sans que personne ne puisse les voir. Naturellement, normalement, quand on est censé, l'Occident, il a des satellites, il a des espions, il a les systèmes des écoutes. Une centaine de soldats russes ne peut pas passer inaperçu. Surtout à Béchar, des blancs yeux bleus qui débarquent à Béchar, la moindre des choses, C'est voilà, insolite. La moindre des choses, voilà. c'est insolite. Ouais. Voilà, il y a des Kabyles qui sont blonds, mais voilà, on ne peut pas avoir tout un bataillon de Kabyles qui est un peu cher. Donc c'est des Russes, l'information a fuité, nous on en a parlé, si Algérie part a eu l'info, vous imaginez que
les autorités occidentales ont pu la confirmer. Et c'est possible que c'est cela qui a encouragé les Français à venir au secours de Emre Bouraoui. Et peut-être les Algériens se disent entre eux, en tout cas les Algériens sont convaincus, ce qui est vraiment inquiétant. Alors là, c'est important de le comprendre, Karim, c'est que les Algériens, les dirigeants algériens, sont convaincus que c'est la DGSE qui a tout organisé. Bah oui, d'ailleurs, Pour eux, d'ailleurs, c'est la DGSE. Il n'y a, y a Abdou, pas, y a Abdou, pas là, de... là, je vais interpeller, désolé de t'interrompre, mais je vais interpeller Mounir. La dépêche de la PS était vraiment violente contre la DGSE, qui est comme un peu bienveillante envers le régime du président Tebboune jusque-là. Mais là, il y a eu une charge violente, mais c'était des mots utilisés, c'est inouï, c'est inouï. On parle de barbouzerie, de barbouze, on parle de complot, voulant nuire aux relations algéro, voulant faire capoter la visite de Tebboune à Paris. Parlons d'un conglomérat de barbouzes, de Quai d'Orsay, de conseillers franco-algériens, de Khabarji, de Mkhzen aussi marocain. Il y a vraiment un pot-de-feu qu'on ne comprend rien. Ouais, c'est surtout ce qui m'a interpellé, moi, c'est l'utilisation du mot barbouze. Ça fait rappeler l'ancêtre des services secrets français de la DGSE, qu'on appelait la SDEC ou la SDES des années 60, 50, ces services qui étaient si chers au général de Gaulle et qui avaient des relations, des interconnexions avec justement des barbouzes, des milieux plus ou moins mafieux. Interlope. Qui interlopent, qui opéraient, que ce soit dans l'Hexagone ou ici même au Maroc ou en Algérie probablement à l'époque. Et ça m'a fait penser à cette époque-là, parce que si tout le monde, peut-être ceux qui regardent l'émission, se rappellent justement de ces réseaux plus ou moins qui avaient participé à l'enlèvement de l'opposant marocain Mehdi Boumbarka. Donc il y avait cette et donc l'utilisation de ce mot-là, c'est comme si celui qui a rédigé cette dépêche, bon ben il veut toujours faire croire au lecteur ou aux Français que la France utilise toujours ou les services français dans ce cas-ci précis, utiliserait des moyens plus ou moins mafieux qui sont à la limite de la légalité. Moi, ce que je peux, pour compléter mon commentaire concernant l'affaire de Madame Amira Bouraoui, que je suivais comme quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité maghrébine, quand elle participait dans l'émission du Café Presse Politique de Radio M, ou par la suite, quand elle a commencé à animer cette émission-là, ce que je peux dire, c'est que je l'ai entendue hier, elle est passée hier sur l'antenne de TV5, donc elle a expliqué que tout simplement, comme elle ne pouvait pas partir d'Algérie, donc elle a eu ressort à un moyen de quelqu'un qui était plus ou moins désespéré, donc qui a traversé clandestinement vers la Tunisie. Et c'est à partir de la Tunisie que les problèmes ont commencé, et ça revient un petit peu, ça rejoint ce que tu disais dans ton introduction sur la place, on va dire, je ne veux pas dire le rôle, mais tout simplement la place. J'ai beaucoup de respect pour les Tunisiens et la Tunisie. La place du régime du président Kais Saïed actuellement sur l'échiquier politique ou géostratégique maghrébin et ouest méditerranéen. Avant d'arriver à la Tunisie, je reviens toujours vers Abdo Sammar pour cette charge violente contre la DGSE. C'est-à-dire qu'on a compris qu'à la présidence algérienne, on a attaqué plus le Quai d'Orsay et on a ménagé un peu Emmanuel Macron. Alors que c'est Emmanuel Macron en personne qui a tout fait pour exfiltrer, j'utilise un terme des autorités algériennes, pour faire rapatrier en France Amira Bouraoui. Et la présidence algérienne ne croit pas à ça, justement. La présidence algérienne, elle est persuadée que c'est la DGSE. La DGSE, il faut savoir qu'elle est dirigée par Bernard Émili, ex-ambassadeur de France à Alger entre 2014 et 2017. Et effectivement, Bernard Émili n'est pas très bien vu à Alger, parce lors du plus fort de la crise franco-algérienne de 2020 et de 2021, avec la série de rappels d'ambassadeurs, de malentendus et de tensions, et il était perçu comme l'un des éléments les plus anti-algériens.
il avait toujours refusé de coopérer avec le régime algérien. Il aurait, en tout cas d'après Alger, un regard très critique sur le régime algérien. Il serait, dans l'entourage de Macron, parmi les éléments les plus durs à l'égard d'Alger. Donc pour eux, c'est pas Macron qui a décidé. Pour eux, ils veulent ménager Macron parce que ils ont besoin d'Emmanuel Macron. Ils ont besoin de cette réconciliation. Il faut savoir que la France d'Emmanuel Macron, c'est le seul partenaire politique majeur en ce moment de l'Algérie. On a l'État algérien, le régime algérien n'a plus d'amis. On a un problème avec les Chinois, c'est très superficiel, ce n'est plus avec les portes de Bouteflika. Avec les Émiratis et les Saoudiens, on est en froid, pour ne pas dire en guerre. Avec l'Égypte, on est en froid. Avec l'Espagne, on est en froid. Avec le Maroc, on est en guerre. Avec les États-Unis d'Amérique, on subit des pressions et beaucoup de menaces et Mais d'intimidations. justement, Abdo, les autorités algériennes savent tout ça, mais pourquoi ils s'attaquent à un des rares pays aujourd'hui en Europe s'ils sont très mal avec l'Espagne, ils n'ont presque pas de relation avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Il reste que l'Italie qui a envie d'avoir son gaz et la France, le véritable vrai grand pays Justement, aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est quoi ce coup de folie, si je me c'est permets, ce un coup que, de sang, en fait, un coup de l'Algérie, folie. en fait, à la présidence algérienne, au plus haut sommet du pouvoir algérien, dans l'entourage de Tebboune, je ne sais pas qui leur a donné cette idée. Je ne sais pas quel est le génie qui leur a donné cette idée. Ils croient que ils peuvent faire pression sur Macron pour limoger Bernard Rémier. Pour eux, le problème, c'est Bernard Rémier et la DGSE. Donc, Pour, l'Algérie demande la tête de Bernard Rémier. C'est ça, aujourd'hui, ce exact, que tu dis, exact, ça, c'est une exactement. exclusivité quand même. Oui, mais tu peux l'apprendre exactement ce qu'elle demande. Elle demande la mise à l'écart de Bernard Rémier parce qu'elle estime que la DGSE ne joue pas le rôle de la réconciliation entre l'Algérie et la France et que Macron, il a envie de faire des choses avec Tebboune, qu'il a envie de miser sur Tebboune, qu'il a envie de miser sur la pérennité du système Tebboune et que la DGSE le déconseille, lui recommande pas cela. C'est ce que les dirigeants algériens croient. Maintenant, qui leur dit ça? Qui dit ça à Tebboune? Ce sont son staff. Le staff de Tebboune, il est composé de Mohamed Jabbar, qui est patron, général-major Mohamed Jabbar, qui est patron du renseignement extérieur, mais qui n'est pas réellement, il faut vraiment, c'est très long à vous expliquer, hein, et certains de ses conseillers qui n'ont pas l'expérience ni le génie nécessaire pour comprendre les enjeux des relations internationales. Ils pensent que l'Algérie a suffisamment d'influence et de pouvoir pour que Macron limoge son chef des services secrets pour faire plaisir à Alger et conserver les bonnes relations avec Alger. Et encore une fois, il n'y a pas de preuve, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune indication que la DGSE, c'est elle qui a exfiltré Amir Aboulaoui. Amir Aboulaoui, c'est le consul. C'est le consul général de France. Oui, ce La sont les DG... services consulaires. Ce n'est pas une Oui, exfiltration. Elle a pris un bah, avion transavia normal. mais qui peut croire que la DGSE, parmi les meilleurs services secrets du monde, ont besoin d'une femme médecin de 46 ans pour espionner l'Algérie ou pour. Il faut être fou pour croire à Pour ça. déstabiliser l'Algérie, le système. Exact. Le tourage de Tebboune, il y a un problème. Quand, d'ailleurs, elle le dit, la dépêche de la PS, DGSE, certains conseillers franco-algériens, ils font référence à. Ce sont qui ces conseillers franco-algériens? On Ils peut sont avoir des noms? connus. François Issa Touazi, qui a été attaqué d'ailleurs dans l'affaire d'Algérie Part, parce Mhm. qu'il m'a rencontré deux fois, alors que moi, je l'ai juste rencontré deux fois. Ah oui, c'est notre rôle de journaliste de rencontrer les gens, de toute façon. Si on Karim ne rencontre pas les gens, Amellel, on n'a pas d'informations. Karim Amellel, proche de Macron et délégué chargé des questions relatives à la Méditerranée, au pays, au bassin méditerranéen, avec le fameux projet de l'Union pour la Méditerranée. Et voilà, il y a eu une liste de personnalités Bien sûr, qui ont. toi, tu fais partie des Khabarji, non? Après, oui, le mot Khabarchi, oui, on Toi, fait tu es tous dans la partie des. catégorie Khabarji, non? On fait tous partie des. En fait, allez croire, même Cheb Khaled fait partie des Khabarchi maintenant. Ah Ça oui. veut rien, non, mais ça veut plus rien dire ce langage. Il faut comprendre que derrière cette violence, il y a une volonté du régime algérien d'éloigner Macron des réseaux qui sont hostiles à ce que la France mise sur le régime algérien, sur sa pérennité. Alors, est-ce que je vais revenir vers. Attends, juste Oui, une remarque importante. C'est pour ça que Xavier Driancourt, il est monté au créneau. Xavier Driancourt, il est en train Radio Sud. Oui, non, Sud Radio. l'ancien ambassadeur d'Algérie, qui a été deux fois ambassadeur de France en Algérie, 2008-2012 et 2017-2020, il est monté au créneau pour dire à Macron, il faut arrêter de déconner, tu ne peux pas miser sur des gens pareils. Ils veulent non seulement prendre le pouvoir en Algérie, mais manipuler la France, alors que le régime algérien n'est pas stable. Je veux dire que on a du mal à miser sur lui parce qu'on n'a pas, personne n'est convaincu qu'il peut Oui, oui, garantir sa propre stabilité.
Oui, bien sûr, bien Si sûr. je peux te poser une question, Abdou, concernant ce point-là, concernant l'ancien ambassadeur de France en Driancourt. Algérie, Driancourt, ben, lui, il est intervenu quand même sur Sud Radio quelques jours avant l'éclatement de l'affaire de Mme Amira Boulaoui. Mais il y a certains en France qui disent qu'en fait, lui, il représente un petit peu, que ce soit lui ou d'ailleurs cette radio, la voix où ils auraient des sympathies avec les gens qui sont les nostalgiques de l'Algérie française. Donc, tu vois un petit peu, peut-être c'est à partir de là qu'en Algérie, on réagit mal, non? Je ne sais pas, je te pose la question. Oui, mais mon ami, en fait, Xavier Driancourt, il a fait plusieurs interventions dans d'autres médias, à l'exception de Sud Radio. Sud Radio, c'était juste qu'un épisode parmi tant d'autres. Il a fait Le Figaro, il a fait TV5, il a fait plusieurs autres médias qui sont plus ou moins neutres et qui n'ont pas de relation avec le lobby de l'Algérie. Le lobby, le lobby des nostalgiques de l'Algérie française, c'est un lobby de personnes âgées en France. Là, il n'a pas réellement de. Je ne sais pas si Sud Radio est entre leurs mains, je ne sais pas. Mais il a fait un livre. Franchement, il intervient régulièrement dans tous les médias. Il a le même discours. On pense pas, il n'est pas influencé par un lobby. Lui-même fait du lobbying. Xavier Driancourt fait du lobbying pour justement pour qu'Emmanuel Macron et son administration ne misent pas sur le deuxième mandat de Tebboune. Parce qu'un deuxième mandat de Tebboune, aux yeux d'Xavier Driancourt et de plusieurs autres personnes qui sont d'accord avec lui, ça peut être le synonyme d'un effondrement de l'Algérie. L'effondrement de l'Algérie, c'est un risque majeur pour la stabilité même de la France, pour des raisons que peut comprendre à la fois économiques, humaines et politiques. Alors, moi, une question très simple aujourd'hui. Au vu des développements de cette crise-là, qui s'annonce très, très sévère par rapport aux autres crises, est-ce que la visite de Tebboune en France est aujourd'hui compromise? Personnellement, je pense que pour le moment, effectivement, si on se tient à une vue court-termiste de la chose, on peut dire, on peut répondre par oui, mais la visite n'est programmée qu'au mois de mai. Et d'ici le mois de mai, beaucoup de choses peuvent arriver. Surtout que si effectivement la présidence de M. Emmanuel Macron continue justement sa politique de soutien au régime du président algérien Abdel Tebboune. Donc, je veux dire, affirmer aujourd'hui que ce qui vient de se passer risque de torpiller la visite prévue le mois de mai serait un petit peu aller vite en besogne. D'autant plus que, surtout si on se rappelle un petit peu que la relation ou les développements de la relation entre l'Algérie et la France, ça a toujours c'est des hauts et des bas qui n'en finissent pas depuis toujours. Hein. Et puis, alors, probablement ces dernières années, la distance entre le point de pic au sommet et puis en bas et tout ça s'est réduite par rapport à avant, mais c'est une relation qui a toujours été en dents de scie. Donc personnellement, je pense que ça dépendra un petit peu de l'évolution de la situation interne en Algérie. Et je crois de toute façon que cette affaire de Mme Amira Boulaoui va finir par se tasser un petit peu, que les responsables, que ce soit algériens ou français, vont revenir d'ici quelques jours ou quelques semaines à de meilleurs sentiments et qu'on va repartir vers une relance, si je puis dire, de la feuille de route qui a été lancée depuis la visite du président français en Algérie. Abdou Sammar, alors, c'est une tempête dans un verre d'eau finalement? Ou c'est une grave crise qui empêchera Tebboune de visiter la France? Moi, je pense que c'est le début d'une grave crise. C'est vraiment le début d'une grave crise qui risque de s'installer dans la durée pour plusieurs raisons. Et parmi lesquelles, il y a une raison qui va vous étonner, peut-être vous en êtes aperçu. Il y a quand même un timing. C'est que cette crise, elle commence aussi au moment où, dans l'entourage de Macron, des personnalités, des conseillers, des lobbies essayent de le convaincre de se réconcilier avec le Maroc. Et l'équation marocaine, elle est importante pour le régime algérien. C'est que si pour Alger, elle fait tout pour que la France ne se rapproche plus jamais du Rabat. Alger veut constituer un axe majeur Alger-Paris contre ce qu'on appelle aujourd'hui Rabat-Tel Aviv. Si Macron, par exemple, essaye d'aller au Maroc ou essaye de se rapprocher du Maroc ou essaye de relancer la coopération bilatérale et d'aplatir les tensions avec le Maroc, je peux te dire que cette crise-là va durer encore plus longtemps. En fait, cette crise, c'est des pressions énormes. Alger croit savoir qu'elle est en position de force à cause de la guerre en Ukraine, à cause de l'importance de la question énergétique, de la gravité de la crise économique en Europe. Donc elle se dit, je vais exercer le maximum de pression
à garantir mes intérêts. Les intérêts de l'Algérie, c'est le deuxième mandat de Tebboune, c'est la protection diplomatique et politique du régime algérien contre les sanctions occidentales et américaines, mais c'est aussi l'isolement du Maroc et sa neutralisation, la neutralisation de son influence. Franchement, il y a plusieurs paramètres qui vont survenir, selon moi, dans les jours à venir, qui expliqueront que la crise risque de s'approfondir encore davantage. Surtout que maintenant, les pressions sur algériennes seront plus grandes sur les dirigeants français concernant les opposants algériens qui sont établis sur le territoire français. Et comme les dirigeants politiques français ne peuvent pas toucher aux opposants algériens, parce qu'il y a le principe de l'indépendance de la justice en France, etc., et je pense que les malentendus vont s'aggraver encore, de part et d'autre, dans plusieurs dossiers. Cette crise ne serait-elle pas un palliatif à une possible guerre Maroc-Algérie? C'est-à-dire, je m'explique. Jusque-là, on parlait de tensions entre le Maroc et l'Algérie. Le régime algérien présentait le Maroc comme étant l'ogre qui fait peur, l'ennemi parmi les ennemis possibles. Est-ce que aujourd'hui, au lieu d'aller vers des escarmouches avec le Maroc, le régime algérien choisit quand même une crise diplomatique avec la France? Oui, le régime algérien a toujours besoin de l'ennemi extérieur pour calmer la rue, pour détourner l'attention, pour montrer ses muscles, pour terrifier l'opposition algérienne, pour dire aux Algériens, voilà, Tebboune, il joue clairement le boumedienisme. Tebboune, dès le départ, il veut jouer le rôle du boumedienisme, c'est-à-dire Il n'en a pas la carrure, non? il en a ni la, enfin, il en a ni la carrure ni le bilan surtout. On n'est pas un problème de carrure, il n'y a pas de bilan. Aujourd'hui, l'Algérie se porte mal. Aujourd'hui, il y a une crise économique énorme, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de projet majeur. L'Algérie d'aujourd'hui, elle vit des anciens projets de régime Bouteflika. Le stade de Berraqi, qu'ils en ont fait une affaire, c'est le projet de Bouteflika. La grande mosquée, c'est le projet de Bouteflika. C'est-à-dire Le qu'aujourd'hui, il n'y a stade de pas Tizi Ouzou, c'est le projet de Bouteflika mais aussi. tout, on fait que des projets il n'y a pas, surtout le bilan, c'est pas une question de carrure, il n'y a pas les atouts, il n'y a pas les bilans. Donc, non, je dirais que la crise diplomatique avec la France, elle concerne des questions très précises. Alger veut que Paris s'aligne sur ses positions. Elle veut que le parapluie français soit toujours là quand elle en a besoin. Et elle craint, franchement, elle craint, comme l'Espagne. En fait, l'Algérie est traumatisée par l'épisode espagnol. Rappelez-vous qu'en 2020-2021, Alger et Madrid, c'était aussi une lune de miel. Les gens l'oublient. Parce que C'est vrai. le temps médiatique, il est court. Les gens oublient. Rappelez-vous ce qui se passait avec Madrid. 2020 et début 2021, avec Madrid, c'était bien les mêmes positions sur le Sahara occidental, le Maroc qui fait du chantage migratoire à l'Espagne, l'Algérie qui a encouragé l'Espagne, et du jour au lendemain, avec l'alignement du gouvernement espagnol sur les positions marocaines, ça a créé une crise qui n'a toujours pas été résolue, ça fait plus de 6 mois. Il y a quasiment plus de relations entre l'Algérie et l'Espagne depuis plus de 6 mois. C'est historique dans les relations bilatérales. L'Algérie traumatisée, l'Algérie, les dirigeants algériens actuellement sont traumatisés par l'épisode espagnol. Ils vont se dire Macron va nous utiliser à la guerre en Ukraine, il y a le Sahel, il va nous utiliser pour diminuer l'influence russe. Ensuite, dès que le front ukrainien se calme un peu, il va nous la faire à l'envers, il nous fait un bébé dans le dos avec le Maroc. Et Alors là, là, non, je suis d'accord. Là, je crois que. Non? Oui, j'aimerais juste mettre un petit bémol à ce que vient de dire Abdou quand il a rappelé l'épisode hispano-algérien. Je veux juste dire que, en fait, pourquoi moi j'ai dit au début que l'Algérie et la France, je pense que tout ça va s'arranger, parce que d'ailleurs, c'est Xavier Drioncourt lui-même qui le rappelé, c'est que, indépendamment de ce qu'il veut lui attirer l'attention sur le régime actuel en place à Alger, mais qu'il a rappelé que la France, c'est un enjeu de politique interne en Algérie et vice-versa. Le contraire est vrai. L'Algérie, c'est un enjeu de politique interne en France. Alors, pour l'Espagne, le Maroc et la relation Maroc-Espagne, c'est pas la même chose que l'Espagne-Algérie et Algérie-France, c'est pas le Maroc-France. L'Espagne et le Maroc, c'est justement, le Maroc, c'est un enjeu de politique interne en Espagne. Et l'épisode dont tu as parlé concernant justement, quand tu dis il y avait la lune de miel et tout ça, avec la crise qu'il y a eu entre le Maroc et l'Espagne suite à la réception par les Espagnols du leader du Front Polisario, Brahim Rali, et tout ce qu'on y suivi, la crise d'immigration, la rupture le rappel du moins le rappel de l'ambassadrice marocaine, etc. Tout ça, c'était dû à une erreur d'appréciation
de la ministre de l'époque qui était en charge des affaires étrangères espagnoles et qui a réussi à convaincre le Premier ministre. Cette dame-là, elle venait de la fonction internationale économique, elle ne connaissait rien du tout à toutes les nuances de justement et la sensibilité de la relation hispano-marocaine. La preuve, c'est que quelques mois plus tard, ou un an, maintenant, les choses se sont résolues. On est revenu à justement à tout ce qui a été le fil conducteur de la politique marocaine de tous les gouvernements espagnols, depuis même le gouvernement PP de, comment il s'appelait, José María Aznar. José María Aznar, qui était le plus anti-marocain de tous les premiers ministres espagnols depuis la démocratisation. le retour de la démocratie en Espagne. C'est-à-dire que le Maroc, c'est un enjeu stratégique et de politique intérieure. Alors maintenant, quand ils commencent à critiquer le Maroc en Espagne, c'est parce qu'ils font des surenchères entre eux-mêmes. Et ça n'a rien à voir avec, même si demain Pedro Sanchez s'en va, je déduis un petit peu peut-être du sujet de l'émission, même si demain, l'année prochaine, Pedro Sanchez perd les élections, ça va rien changer au choix qu'il a fait concernant la relation avec le Maroc, le soutien au plan d'autonomie au Sahara, etc., etc. Donc, toujours se rappeler, moi je pense, c'est mon avis, que je t'avais d'accord. Dans la relation entre les deux rives de la Méditerranée, il y a l'Algérie et la France en jeu de politique interne à Paris et à Alger. C'est la même chose aussi. L'Algérie fait partie de la politique intérieure française. L'Espagne et le Maroc, c'est la même chose. Rabat et Madrid, enjeu de politique interne de façon un petit peu plus ou moins parallèle. Les relations, le croisement, c'est-à-dire Paris-Rabat et Alger-Madrid, c'est plus ou moins spécifique. C'est des relations qui ne sont pas les mêmes quand on prend les deux axes parallèles, je veux dire Madrid-Rabat d'un côté et Paris-Alger de l'autre.